Et si la frénésie de notre monde s'arrêtait brusquement ? Toulon 2360-2020, toute zone Méditerranée. Conformément à l'arrêté préfectoral 54-2020, toutes les activités nautiques de loisirs, plaisance, plongée sous-marine, sport, tourisme sont interdites dans les eaux territoriales et intérieures de la mer Méditerranée jusqu'à nouvel ordre. Si l'impact des sociétés humaines sur la nature retombait, serait-ce une catastrophe ou une pause dans notre histoire propice à la remise en question ? Personne n'imaginait que nos sociétés seraient remises en cause par une forme de vie primordiale. Un virus. Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la crise sanitaire du coronavirus. La France est rentrée dans le premier jour officiel de confinement à domicile pour la... La consigne générale est simple, c'est rester chez vous. Nous irons voir les rues d'Aix-en-Provence qui se sont vidées. Nous irons à Menton pour l'image symbolique avec le rétablissement des contrôles aux frontières. Contrôle aussi des forces de l'ordre à Marseille et dans le Var. Passé l'étape de la sidération, je me suis étonné du silence humain. Un silence sans précédent depuis le début de l'ère industrielle. Un silence dans lequel s'élevait la voix de la nature. Cinéaste sous-marin, j'ai plongé mon regard sous de nombreux océans. La mer, un monde du silence. J'y ai cru moi aussi, si bien que je n'avais jamais prêté l'oreille aux chants de la Méditerranée. Pourtant, c'est au cœur de cette symphonie naturelle que réside l'un des plus grands enjeux de notre époque. Celui de la survie d'un monde sauvage, aujourd'hui submergé par la cacophonie humaine. Pour ce voyage acoustique, le silence s'imposait dans nos déplacements. J'ai donc embarqué sur un voilier, celui du projet Oui Océan. Océanologues, Leslie Bisset et Élodie Gasparin sont accompagnés de Tiffen Zilanjevich. Ensemble, elles sillonnent le littoral pour recenser les initiatives durables pour la Méditerranée. Bizarre, moi, pas non plus juste à côté, mais j'entends pas grand chose, même si le vent apporte le son. J'ai pas grand chose. T'entends quelque chose, toi, Leslie ? J'entends un bruit de fond de moteur, quoi. Ça fait un bruit. Et c'est fort, hein, c'est bien présent, quoi. Et on est sur 900 de profondeur. Voilà, on est à 2000 de l'endroit où on a observé les mobulas et pareil 2000 quasiment de l'endroit où on a observé le rorqual la dernière fois. Donc une zone où il y a pas mal de vie. Et le groupe de dauphins d'ailleurs aussi de l'autre fois. Ouais, donc Ferry il passe vraiment sur la zone, quoi. En plein milieu de tout ça. Si on l'entend comme ça, les dauphins et le reste, cachalot, rorqual, ils entendent bien aussi, hein, les mobulas aussi.
À notre époque, le silence humain est devenu exceptionnel. C'est pourquoi le confinement sanitaire fut une opportunité inédite pour poser des micros sous la mer. J'ai voulu rencontrer ces chercheurs pour qui le silence est un Graal, observer leurs outils de mesure et comprendre leurs enjeux. Parmi eux, Hervé Glotin est professeur au CNRS en intelligence artificielle et bioacoustique au sein du laboratoire LIS à l'université de Toulon. Il a doté les drones flottants de la mission Sphyrna Odyssey d'hydrophones à la finesse sans égale. Il les a associés à une intelligence artificielle capable, entre autres, d'isoler les vocalises des cétacés menacés. L'être humain est né dans l'univers sensoriel des forêts, avec la vision en priorité. Autant on perçoit des étoiles à des milliers de kilomètres, des millions de kilomètres, qu'une fois plongé dans l'eau, cet horizon visuel se stagne à 50, 100 mètres au maximum. Dans l'air, le son se propage à une vitesse d'environ 300 mètres secondes, alors que dans l'eau, il va y avoir un facteur 5, 1500 mètres par seconde. Le son, c'est une vibration continue d'atome en atome qui se propage l'énergie acoustique. Quand le milieu est très dense, cette propagation est beaucoup plus efficace et elle est plus rapide. Donc l'eau est un milieu naturel pour la propagation acoustique. Des animaux qui vivent dans ce milieu aussi limité au niveau visuel vont avoir développé une capacité différente d'observation de leur milieu qui va être l'acoustique. Leur production acoustique, donc, c'est leur regard. Ils projettent leur regard par le son. Donc leur monde est une carte, est une peinture, un paysage acoustique construit par les échos, les reflets des signaux qu'ils émettent dans ce monde. Ils écoutent également les autres signaux de leurs congénères ou d'autres objets et ils les intègrent à leur paysage acoustique. Par l'acoustique, on le sait, des animaux vont pouvoir communiquer d'un bout de l'océan à l'autre. Ces mammifères marins, ces grandes baleines communiquent dans un réseau à l'échelle de la planète depuis des millions d'années, avant que Internet existe. Bon, on va regarder ce qu'on a dans nos enregistrements. Et puis en compagnie de Franck Hirament, concepteur de bouées d'écoute en mer chez Océan, Hervé Glotin nous dévoile quelques sons enregistrés durant le confinement. Je vais te montrer ça. Tu entends une séquence de clics. Tu entends aussi un moment, une grande explosion. Je vais te la repasser. Eh bien, ça, c'est le sonar le plus compliqué de la planète. C'est celui que produit le cachalot pour voir son milieu. Ces signaux sont assez compliqués. Je vais te montrer un peu dans les détails en zoomant dedans. Tu vois là, la séquence. Chaque clic ici, ça c'est un des clics en question. Et voilà, là c'est parfait. On a la taille de l'animal avec ça, tu sais. D'accord. Parce que ces cachalots, dans leur tête, ont une résonance de leurs signaux produits. Et ces résonances prennent plus ou moins de temps suivant la dimension de la tête. Et des grandes têtes font des résonances longues en temps. Et là, si on prend la mesure, bon, bah, ça nous fait en gros 2 millisecondes. Donc c'est un jeune animal. Tu sais ce que c'est ? Tu as une idée de ce que ça représente ? Non, pas du tout. C'est une séquence de sonar d'un individu. Sauf que là, on a représenté chaque individu par un cône, et le cône est devant la tête de l'animal. D'accord. Et donc ça donne une idée de la direction dans laquelle était mis le clic en question. Donc ça donne la direction du regard de l'animal.
On a 3 individus, 3 cônes, 3 trajectoires. Et ce qu'on détaille avec nos positionnements, grâce à nos antennes, ça va être la coordination des émissions dans une meute de ces animaux. Et tu vois que les cônes, le cône violet et le cône bleu, sont dans la même direction. Ouais. Les objets sont vus aussi bien par l'animal violet que l'animal bleu. Conclusion, les animaux reçoivent une information commune, mais avec différents points de vue du même objet, et donc ils peuvent se construire une représentation beaucoup plus riche que s'ils étaient tout seuls à l'observer. C'est une jumelle acoustique qui se construisent à 500 mètres les uns des autres. Okay. Tu vois, on perçoit que des clics et des échos. Ouais. C'est ça le monde des cachalots. Ça se passe à peu près 700 mètres de profondeur. Il n'y a plus de lumière. On est vite perdu, nous, humains, dans cette scène acoustique où il n'y a que des échos de clics. Mais en fait, pour voir un peu pour nos pauvres yeux, eh bien, on a remis avec la carte de la zone ces trajectoires ensemble. Donc chaque individu est une couleur, par simplicité. Hein. Et puis le collier, le fil d'une couleur, donc c'est la trajectoire dans le temps d'un individu. Je vais te montrer un seul individu. C'est quelque chose qui commence à 0 mètre et qui descend jusqu'à 500 mètres à peu près pour celle-ci. L'animal commence à sonder comme ça, il fait une boucle, hop, il remonte un peu, il fait une sonde. C'est là où en fait il va certainement capturer sa proie. Et puis il va remonter, il va s'arrêter de cliquer vers moins 200 mètres. Donc on le perd, parce que nous on ne localise que les clics qu'il a émis. Tout ça c'est de l'acoustique passive depuis un bateau qui est simplement en surface en train de dériver. Cette mélodie des abysses a touché plus d'un scientifique. Lucia Di Iorio est chercheuse dans une discipline nouvelle, l'écho-acoustique. Le tout premier son, je me souviens très bien, ça fait pile 20 ans, c'était en Méditerranée, c'était un cachalot. Ça m'a happé. C'est vraiment, tu vibres, tu vibres. J'ai vraiment plongé dans leur monde sonore. Le son, ça m'a plus lâché. Je me suis approchée des côtes et c'est là que je suis passée du monde des plus grands au monde du plus petit, en écoutant la richesse de ces sons benthiques, de ces sons d'invertébrés, les crabes, les crevettes. Ce crépissement qu'il y a tout le temps, jour et nuit, c'est vraiment une symphonie. Sous la houlette de l'Institut de recherche Chorus, Lucia collabore avec les équipes de plusieurs zones protégées de notre littoral pour intégrer le son comme un outil de compréhension et de gestion de l'écosystème marin côtier. Patrick Bonhomme, chargé de mission pêche, biodiversité marine du Parc national des Calanques, a souhaité garder une trace de ce silence humain pendant le confinement. Avec Lucia, ils partent relever des capteurs acoustiques qui, depuis avril 2020, ont enregistré un chant de la nature presque à l'état pur.
fumée qui est remontée, ils vont ressortir. Super. Donc il n'avait pas bougé. Non, ça n'a pas bougé. Enfin, il n'y a plus qu'à espérer qu'il ait fonctionné. Oui, mais déjà on a trouvé ça, c'est une bonne première étape. Super. Ah oui, t'es là. Il y est pas. Oh, c'est bien. Voilà. Et ben, il n'y a plus qu'à voir ce qu'il y a dedans. Regarde la banane qui est là, quoi. Elle attend ça depuis 3 mois, elle était confinée à Grenoble. On espère de bons enregistrements de confinement. Je regardais les AIS tous les jours. Ouais. On va déconfiner les données et on a déconfiné Lucie en même temps. Ouais, c'est clair. C'est ma première sortie. Ça, c'est le senseur. C'est lui qui capte tous les sons. Et là, il y a des cartes mémoire et toute l'électronique et des piles qui permettent une autonomie de plusieurs mois. Donc, ça fait presque 3 mois qu'il est à l'eau. Il a fait 1 mois de confinement, donc, où il a vraiment écouté le silence, disons, le silence humain. C'est pour ça qu'on a mis ce capteur à l'eau, c'est parce qu'effectivement il y avait cette opportunité qui, pour un scientifique, était inédite, quoi. Donc quand on a eu ce moment, ça faisait 3 semaines, on s'est dit ça va durer, ça serait bien de vraiment pouvoir avoir ce son naturel de la mer sans la présence de l'homme, donc d'avoir cet état de référence en fait, c'était vraiment ça l'objectif. Ben oui, en fait, quand tu es à côté d'un grand port comme à Marseille, où tu as quand même de la navigation qui est jour et nuit, là, ça peut quand même avoir aussi une influence justement sur cette communication des animaux. Le corbe, c'est un poisson qui réagit quand il y a des bateaux qui passent. Il y a aussi des études qui montrent qu'il a tendance à vocaliser plus quand il y a des bateaux qui passent. Il a tendance à se cacher plus ou avoir des réactions de fuite. Donc là, ce qu'on peut entendre, c'est des chants d'amour des corbes. C'est comme des tambours. Il y a plusieurs corbes qui se retrouvent pour chanter leur sérénade. À travers ces sons, quand on les écoute en mer, on peut non seulement avoir une idée de l'espèce, parce que là on sait que c'était des corbes, mais aussi d'un site, de la fonction d'un site. Dans ce cas-là, c'est un site qui est important pour la reproduction. Donc là, Glaciement, c'est un bateau qui passe sur une zone où il y a plusieurs corbes qui chantent. Et on est toujours capable d'entendre le corbe, mais c'est très bruité. Donc on entend principalement ce bruit de bateau qui passe. Donc on peut se mettre un peu aussi à la place du poisson. Mais quand on a des bateaux qui passent dans leur habitat pendant qu'ils chantent, ils peuvent plus s'entendre aussi bien l'un avec l'autre parce que justement il y a un bruit par-dessus qui fait que leur espace de communication il s'est réduit. Donc il y a des réactions comportementales. Par contre, on ne sait pas du tout qu'est-ce que ça signifie sur la vie de l'animal sur le long terme. Donc on voit qu'il peut y avoir des réactions, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment en termes d'impact sur l'espèce et sur les populations? On est vraiment loin d'avoir des connaissances là-dessus, donc c'est aussi sur ça qu'on travaille. Pour poursuivre l'écoute de cette mélodie des petits fonds, Oui Océan nous emmène d'une côte à l'autre, par le passage attendu du grand large. À l'approche de la Corse, une parade de raies Mobula
nous renseignent sur la présence de canyons sous-marins profonds. Des zones de vie d'une richesse inouïe. Notre prochaine étape, une station océanologique nichée au pied d'un phare, celui de la Révélata. Dans ses profondeurs lumineuses, Poséidon a façonné un jardin d'une beauté sans égale. Alors vous venez d'où là directement? On arrive du large là. Ouais. On a traversé, ouais. Ça va, on a une bonne météo. Ouais. Vous avez vu des choses sympas? Ouais. On a vu des mobulas. Donc plutôt sympa, une belle interaction. Donc là du coup on va partir avec la Marie-Jeanne. Ok. Au sein de la station Star Réseau à Calvi, Michèle Leduc plonge par passion, mais surtout pour la science. Elle passe le plus clair de son temps au chevet des herbiers de Posidonie. Je travaille ici depuis 5 ans donc sur le programme Star et Capmen qui s'intéresse à mesurer l'impact du changement climatique et des pressions humaines sur le milieu. On s'intéresse à l'ensemble des écosystèmes et on a aussi une partie focus sur l'herbier de Posidonie. L'herbier de Posidonie, il est essentiel parce que c'est le poumon de la mer, hein, c'est lui qui permet l'oxygénation de la mer. Il a un important rôle aussi de nurserie pour les poissons parce qu'ils vont se réfugier au sein de l'herbier pour pouvoir grandir. Pour savoir si un herbier de Posidonie est en bonne santé, on va écouter cet herbier et écouter tout cet écosystème qui est présent. Finalement, un paysage, on va pouvoir, au-delà de le regarder, on va pouvoir l'écouter aussi. On va collaborer avec d'autres équipes de recherche, dont la société Chorus, en fait, qui apporte une autre dimension à la recherche, puisqu'eux, ils vont s'intéresser à l'acoustique de l'herbier. Et Chorus a posé cet hydrophone depuis 5-6 ans maintenant ici, qui enregistre en continu, pour voir comment se comporte la biophonie. Une fois ramenés en surface, les sons enregistrés sont transférés à Julie Locente, directrice technique de l'Institut de recherche Chorus à Grenoble. Salut Julie. Salut Michel, ça va? Ça va et toi? Très bien, très bien. Donc j'ai récupéré l'hydrophone ce matin, on l'a sorti de l'eau. Donc Okay. Là l'hydrophone on l'avait posé quand? Je me rappelle plus. On l'avait posé le 19 juin. À la sortie du confinement et pour le confinement en tout cas Plaisance. Les bateaux sont sortis seulement à partir de fin juin. Donc ça veut dire qu'on va avoir 2 semaines où il n'y avait pas trop de trafic maritime, quoi. Ouais, c'est ça. Super. Il y a des études qui sont faites en parallèle en aquarium qui montrent quand même qu'il y a des hormones de stress qui sont détectées justement suite au bruit. Et en parallèle de ça, là, dans le milieu naturel, comment tu vois les choses? Alors tu sais, les impacts des sons sont assez variés, dépendamment de la puissance du son qui est émis. Sur un poisson, ou même sur un invertébré, ça va du masquage, du dérangement comportemental, sur du bruit de trafic maritime,
on va être sur des impacts qui peuvent aller jusqu'à une perte d'audition temporaire. Mais principalement, c'est des dérangements comportementaux et des changements physiologiques, comme tu disais, d'émissions d'hormones de stress qui ne sont pas normales. Et du coup, ça, dans le milieu naturel, ce qu'on peut voir, et notamment par acoustique, c'est que tu as des comportements qui sont impactés. Donc, par exemple, ils ont plus de mal à manger, enfin, ils ont plus de mal à trouver de la nourriture, à chasser, ou ils ont plus de mal à se reproduire. Les changements de comportement peuvent être très subtils, mais peuvent avoir des très gros impacts sur les populations à long terme, disons. Si tu empêches un mâle de surveiller ses œufs, bah, tu tues pas le mâle, mais potentiellement tu peux impacter toute la génération d'après. Nous autres humains, sillonnons le littoral, prenant plaisir à filer le long des côtes, ivres de vitesse. Et, tandis que nous ouvrons grand les yeux sur les paysages qui défilent, le bruit de nos moteurs se répand partout, sous la mer comme dans le ciel, en toute insouciance. Ce bruit stresse, énerve et perturbe une vie que nous ne soupçonnons pas. Les conséquences de cette ignorance bruyante menacent des sanctuaires considérés comme le patrimoine mondial de l'humanité. Bon, je crois qu'on va faire une petite pause parce qu'on arrive sur le site de reproduction du nid de balbuzard de Figage. Là, normalement, il y a eu un poussin à l'envol. Et le but du jeu aujourd'hui, c'est de trouver le jeune qui s'est émancipé, qui s'est envolé il y a à peu près 2 semaines, 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc il faut essayer de prospecter, voir un peu. Est-ce que tu peux me passer les jumelles, s'il te plaît ? Après 40 ans de gestion de la réserve de Scandola, Jean-Marie Dominici a développé une relation viscérale avec ces populations sauvages. Alors sur ce paysage assez ocre, normalement il se détache dans le paysage. Donc il suffit de localiser un point blanc quelque part qui ressort plus que les autres. Ben, il est là, au-dessus du nid de substitution. On le voit sur le petit piton le plus pointu. Ok, tiens, tu veux regarder ? Le balbuzard pêcheur fait partie des espèces bio-indicatrices du bon état de conservation de ce site exceptionnel. Dans les années 70, seuls 2 couples de ces rapaces nichaient encore sur les falaises de Corse occidentale. 40 ans de mesures de gestion ont permis d'augmenter à 38 le nombre de couples de ces oiseaux très sensibles aux dérangements. Les scientifiques ont préconisé la mise en place de zones de quiétude. C'est-à-dire que les études et la thèse sur le balbuzard a démontré qu'il y avait une quiétude à partir de la distance de 250 mètres d'un nid. Alors il était prévu au comité de gestion de la réserve de Scande que ces zones de quiétude devaient être prises par des arrêtés préfectoraux du préfet maritime de Toulon. Les bateliers ont préféré prendre des accords moraux. Mais il n'y a pas de mode répressif puisque ce n'est que moral. Donc il n'y a pas de loi, il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'arrêtés préfectoraux, ce qui fait que tant que ça marche, ça va, mais dès que ça ne marche pas, on n'a aucun levier pour les faire respecter ces distances. Donc l'accord moral, c'est bon lorsqu'il y a vraiment un accord et que le batelier, l'acteur économique, s'investit dans la gestion du patrimoine de la réserve, qui est leur fonds de commerce. Moi, je mets au défi quiconque de me montrer les balbuzards qu'on a vus, les poissons qu'on voit et les oiseaux, que ce soit les hirondelles des rochers, les martinets pâles, les espèces protégées et d'autres espèces, puisqu'à la vitesse où on passe, c'est impossible de les déceler et de les voir. Depuis 10 ans, le succès reproducteur du balbuzard s'effondre en raison d'un bruit côtier qui va crescendo, généré par des activités touristiques soi-disant éco-responsables de visite des sites naturels. Regardez sous le nid de balbuzard, vous avez tous les bateliers qui rentrent à tour de rôle et ils rentrent dans les grottes et donc ils sont sous le nid de balbuzard. Donc la zone de quiétude n'est pas respectée, les 250 mètres sont loin d'être respectés. Quand les nids ont été, les nids artificiels ont été posés,
Comment vous avez choisi les zones en fait? Mais oui, c'est les sites qui étaient occupés historiquement. D'accord. Avant qu'il y ait la réserve, il y avait des cartographies, puisqu'il y avait des suivis, et ils étaient signalés. Là où c'était naturellement... Par rapport à la zone de quiétude, vous imaginez le poussin qui s'est émancipé, il est où là, avec tous ces bateaux? Ouais. Il n'y est plus là, il a été chassé du site. Là, il ne peut plus pêcher, il ne peut plus se nourrir tranquillement, donc c'est... Voilà. Regardez dedans tout ce qu'il y a comme bateau. Regardez dans la faille. Regardez dans la faille tout ce qu'il y a au fond. C'est embouteillage quoi. Et donc Regardez pourquoi ils vont au bout de cette faille? Parce qu'ils font voir la grotte, c'est un mini-fjord. Les gens sont émerveillés parce qu'on leur vend ce produit. Là, ils appellent ça la cathédrale. Donc ils vont tous dans la cathédrale. Voilà. C'est pas les 100 000, les 200 000, les 300 000 personnes. C'est le dérangement permanent en termes d'impact sur les chaque nid. C'est-à-dire que là, vous avez, si on fige le moment, il est par exemple, quelle heure est-il? Il est 11h, un truc comme ça. 11h02. 11h. À 11h02, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 bateaux. À 11h02. Mais c'est toute la journée comme ça. Sur une planète sous emprise humaine, les réserves naturelles renferment les dernières parcelles de nature sauvage. Nous avons tous besoin de nature, mais nous sommes nombreux, toujours plus nombreux. Dans un contexte de tourisme de masse, le simple fait d'accéder à la nature contribue aussi à l'érosion de la biodiversité. Aujourd'hui, le comité d'experts européen pour les espaces naturels a considéré que la fréquentation touristique de Scandola était incompatible avec son statut d'espace protégé. Nous sommes tous nés dans l'idéologie de la croissance à tout prix. L'histoire de Scandola nous invite à réduire le bruit et le flux de nos activités. Des femmes et des hommes de science se passionnent pour nous rendre intelligible le langage de la nature. La Méditerranée ne crie pas quand elle a mal. Elle cesse de chanter, faute de chanteurs. Comprendre ces chants, ces cris et ces silences est l'ultime but des acousticiens. Ce que nous faisons des informations qu'ils nous donnent est une question de conscience individuelle et de vision sociétale. Il y a une marque de pêche droit devant, je ne sais pas si tu la vois, elle est bleue, elle est assez loin, mais elle est assez loin. Sur la route du Grand Large, en direction du continent, nous embarquons Pascal Mayol. Pascal a développé une profonde connaissance des interactions hommes-cétacés grâce à son engagement associatif auprès de souffleurs d'écume et de Miraceti. Oh, cachalot. Sur le côté, droit derrière. Vous voyez ? On entend très bien là, ça fait... Donc ça c'est ses clics, il est en train de descendre. Et il y a un moment où tu vas entendre les clics se rapprocher. Être de plus en plus intense, de plus en plus resserré jusqu'à faire une espèce de tri. Et généralement après ça tu n'entends plus rien. Donc c'est probablement qu'il a trouvé sa proie, qu'il a analysé.
Et ensuite, il remonte. Et repartir pour une sonde d'une quarantaine de minutes. Et du coup, il clique pendant 40 minutes à peu près? Ouais, quand il est dans l'eau, toute sa descente, il clique, il va cliquer au fond. En remontant, pas forcément. Mais la remontée est assez rapide. Donc la plupart du temps, il clique, oui. Tu veux écouter? Du temps, il est en chasse. Ouais, je veux bien écouter. Merci. C'est de plus en plus rapide là ou pas encore? Ça a été rapide et c'est revenu au calme. Bah, il est sûrement déjà au fond, en train de prospecter là. On est sur 1000 mètres là, ouais. Donc quand tu disais c'est loin, c'est au moins 1000 mètres, donc au moins 1 kilomètre de nous, ce qu'on entend là. Kilomètre. Les premiers sons, c'est avec les grands dauphins à l'île Maurice. Et c'est un souvenir assez impérissable parce que ces clics, ces sons envoyés par le dauphin pour se faire une meilleure idée de ce que j'étais. Et ça te traverse vraiment. Une image, c'est celle des basses quand le son est un petit peu fort, qui passe à l'intérieur de ton corps et tu les sens dans ton cœur. Ben, c'est un petit peu ce qui s'est passé. J'ai pu rester seul sur l'eau à un moment donné où l'activité s'était arrêtée. Évidemment que je me suis posé la question de ce silence. Quel est l'impact de ce silence sur ces animaux? Les plus vieilles baleines qui vivent en Méditerranée doivent avoir quelque chose comme 80 ans aujourd'hui. Donc elles sont nées effectivement dans un monde qui était très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait déjà sans doute du bruit, mais absolument pas les niveaux de bruit qu'on connaît aujourd'hui. Ces baleines sont contraintes par leurs ancêtres terrestres, qui a 40 millions d'années, à venir respirer en surface. Et ça, c'était pas un souci avant. Elles pouvaient venir respirer en surface, elles étaient seules sur la surface de l'eau. Mais depuis, on va dire, une centaine d'années, elles doivent partager cette surface de l'eau avec des navires qui sont de plus en plus gros, de plus en plus bruyants, de plus en plus puissants. Il y a des gens qui pensent que la mer étant immense, c'est pas très grave si on perturbe ces animaux parce que de toute façon ils vont aller ailleurs où ils ne sont pas embêtés. Immensité de la mer ne veut pas dire immensité des zones favorables à la reproduction, favorables à l'alimentation, favorables au repos. Donc s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Au sein du sanctuaire des cétacés Pélagos, Pascal Mayol a réuni les acteurs économiques de la zone autour d'un objectif commun, préserver la quiétude de la faune du large. Le système de repérage des cétacés REPSET est l'outil de cette diplomatie. L'idée, en fait, ce système, ça a été d'inventer quelque chose de collaboratif pour faire en sorte que les compagnies maritimes, au-delà de leur concurrence habituelle, puissent travailler ensemble pour la préservation du milieu. Donc un système collaboratif qui leur permettait entre elles de se donner les positions de baleines, de cachalot, enfin de grands cétacés en tout cas, pour lorsqu'elles arrivent sur un endroit où une baleine a été détectée, pouvoir améliorer leur veille, réduire leur allure et ainsi faciliter la détection et éviter le risque de collision. Le système REPSET, c'est une espèce de support technologique qui peut accueillir des données. Alors aujourd'hui, ces données sont visuelles, c'est-à-dire que ce sont les officiers de quart qui vont rentrer, saisir manuellement les positions de cétacés qu'ils croisent. Mais l'idée, c'est qu'à terme, on puisse compléter ça avec de l'acoustique, c'est-à-dire des bouées, alors des bouées passives, puisque l'idée, c'est de ne pas émettre des sons pour ne pas polluer justement encore plus l'environnement, qui vont permettre de détecter les animaux qui font du bruit et d'envoyer ces données au système REPSET. Bah, tiens, on va voir un peu l'instrument alors. Ouais. Montre-moi les nouvelles cartes.
Alors, donc ça c'est la carte de pilotage, ce qu'on appelle carte de pilotage, c'est celle qui gère en fait tout le pilotage de la bouée. Et l'antenne satellite, donc... L'antenne GPS, c'est cette partie-là. Ah, ça reste, d'accord. Oui. Ouais, c'est ce que je te demandais, donc c'est elle qui est la GPS. Ça c'est l'antenne uniquement GSM. Le développement d'un réseau de bouées destiné à l'écoute passive de la Méditerranée est au cœur des recherches du professeur Glotin. Quoi d'autre? Les premières bouées Bombix 2 du programme JS sont en cours d'installation au large de Toulon. Quand on pense aux cétacés, aux baleines, on imagine une surface avec un animal qui respire et qui vient à nous dans notre milieu aérien. En fait, leur monde, c'est plutôt un monde vertical. Quand ils sont en activité en meute, comme ça, c'est un étagement vertical d'animaux qui communiquent entre eux, qui s'écoutent les uns les autres. Ces informations sont complexes et demandent une forte attention. Quand tu remontes en surface, tu vas peut-être pas avoir l'attention, la disponibilité intellectuelle pour faire attention aux bateaux qui sont en train de croiser à 15 nœuds. On est aujourd'hui, depuis les années 2000, dans un problème d'intensification du trafic qui double tous les 5 ans environ en Méditerranée, qui est la zone de trafic la plus dense au monde, avec une population de cachalots qui se maintient pour la Méditerranée nord-ouest à 400 individus, pas beaucoup plus. Et tous les ans, une petite dizaine d'individus qui se fait percuter ou qui sont blessés par le trafic maritime. Le projet GIAS, c'est de positionner des instrumentations scientifiques très sensibles, à très haute qualité, qui permettent de voir des clics de ces chasseurs à très grande distance, avec suffisamment de résolution d'angle d'observation pour calculer des déplacements, des attitudes, des vitesses de remontée, de sonde, et prévenir le CrossMed et la préfecture qu'il y a des activités particulières fixées à des endroits qui demandent aux bateaux qui sont dans la zone à faire plus attention à leur passage. Les ambitions de nos sociétés reposent sur un socle fragile, celui de la nature. L'humanité voyage grâce à elle, au-dessus d'un abîme. Cette nature, cette base commune, a des besoins fondamentaux. Cette lente prise de conscience ouvre à de nouveaux fonctionnements. Et parmi eux, la transition énergétique. Un champ d'éoliennes s'apprête à fleurir au large de l'Occitanie. Une fois encore, l'écoacoustique ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre comment la mer réagit à cette transition. C'est plus au large, on est pas loin des canyons, tu vois, à mi-distance avec les canyons. Donc, sur des fonds de 70 les fonds, ouais, 75 même. Parce qu'on dépasse... Ah non, 70. 70, je crois. Ouais. Donc, tu vois, on est au large là. Ouais, on est super au large, donc à peu près 17 km. C'est l'apport de le-4 de plongeur CNRS. Bonjour CNRS 2, le 4 de plongeur. C'est juste pour vous prévenir, on part sur la bouée Bob à 17 km au large. Ok, tout bien pris, vous êtes promis à bord. En prévision de l'installation des éoliennes, Gilles Lecaillon, du bureau d'études Écocéan, a mis en place au large de Port-le-Cat une bouée d'observation de la biodiversité, la bouée Bob. Parmi les outils installés à son bord, des capteurs acoustiques confiés par l'équipe de Chorus. C'est une bouée d'observation de la biodiversité, donc on écoute
ce qui se passe autour en termes de bruit biologique. Et on essaye de voir aussi qu'est-ce qu'on capte comme faune et comme flore sur les différents habitats qu'on peut proposer sur Bob, mais aussi sur les parties lisses et jaunes qui sont quand même proches de structures qui vont ressembler aux futures éoliennes. 3, 2, 1, go! On a mis des hydrophones pour évaluer le bruit que génère toute cette vie qui va venir s'installer sur cette bouée pour pouvoir évaluer en fait quelle biodiversité, quelles espèces on va pouvoir trouver de poissons mais aussi de faune crustacée sur des structures offshore qui vont venir être installées au même endroit que l'endroit où on a mis Bob. Il va y avoir 3 éoliennes qui vont être installées à cet endroit-là, qui vont être séparées d'1 kilomètre les unes des autres, et ces flotteurs, ils font à peu près 80 mètres de côté sur 20 mètres de haut, et l'éolienne, elle fait 180 mètres de hauteur. Donc c'est quand même des structures qui sont très massives, qui vont vraiment apporter un habitat, un substrat dur dans une zone où aujourd'hui il n'y a que de l'eau. On pense que cette zone, c'est une zone favorable pour que des jeunes individus qui arrivent du large vers la côte vont trouver ces socles d'éoliennes sur leur trajet et donc vont venir entendre le bruit de la biodiversité, le bruit des crustacés, des pinces de crevettes qui vont clapper ou les poissons qui vont faire des vocalises et donc être attirés par cette masse qui va finalement être un habitat nouveau qu'on va pouvoir retrouver au large. Oh, un banc de muge, un bébé muge, regarde. Ils arrivent du large, hein, ils n'arrivent pas de la côte. Incroyable, Ça, tu le vois dans les ports, ça, normalement. Bien joué. C'est joli, hein. Ce qui est intéressant, c'est que la biophonie qu'on va retrouver qu'on retrouve sur Bob et qu'on retrouvera multiplié par on ne sait pas combien sur les éoliennes, ça va attirer, comme le fait la côte normalement, des individus qui arrivent du large, sauf qu'ils vont les entendre probablement même mieux puisqu'on est dans un environnement sonore plutôt silencieux, quoi. Mais toutes ces éoliennes au large, avec toute cette vie qui va se mettre dessus, si on le multiplie par ce qu'on voit sur la bouée, ça pourra correspondre à une certaine quantité de côtes en termes de biophonie, quoi. On ne sait pas dire combien, mais ça sera probablement pas négligeable. Cet habitat, il est très éloigné de la côte, donc il est finalement assez loin de toute pollution chimique, de toute source de bruit anthropique, et aussi loin de la luminosité que génèrent les populations qui vivent sur les côtes. Nous avons tous vécu l'état de sidération lié au confinement sanitaire. Privés de nos rythmes frénétiques, nous nous sommes retrouvés face à nous-mêmes. Et pendant ce temps, dans la mer, comme sur Terre, des vies ont continué de naître. Beaucoup parmi nous ont tendu l'oreille. Oh bah regarde, il y a une larve de rouget. C'est quoi même... Ah, tu l'as vu le calamar là? Où il a craché? Ouais, mais petit tout, hein. Ah, regarde, à droite là. Ouais. Pour achever cette odyssée, j'ai rejoint Oui Océan, au sein du berceau de la Méditerranée, le Grand Large. Là, dans le ventre des abysses, une myriade d'œufs ont éclos. Pour la première fois depuis l'ère industrielle, les petites voix du plancton se sont mises à chanter dans un silence originel.
Nous avons tous le choix de nos directions. Et dans le brouhaha de nos existences, il ne tient qu'à nous de rendre sa place à la symphonie de l'océan.